Quand j'ai commencé mon premier terrain chez les Hultok, en fait, donc, effectivement, j'avais obtenu la permission du conseil de bande et je pense que bon, le responsable était Don Su, auquel je rends vraiment hommage puisqu'il m'a vraiment ouvert les portes de la communauté et puis favorisé aussi disons, mes recherches, notamment, j'ai reçu des crédits du conseil de bande, notamment pour faire des recherches à Winnipeg, dans les archives de la Hudson Bay, de la compagnie de la baie d'Hudson, et peut-être même, peut-être à Ottawa également. Je me souviens plus exactement, mais en fait, il y avait quand même un contrat où j'avais un engagement qui était celui de restituer les données. Mais ça, le contrat a plutôt été signé avec la New Yumballi Society, c'est-à-dire la société, le conseil d'administration du musée. Et donc, il était stipulé que je devais restituer les données, les entretiens. Donc, ce que j'ai fait faire une copie de mes enregistrements au musée de Royal BC, c'était encore, je pense, le musée provincial à Victoria. Donc j'ai restitué ces données, après qui ont été qui était avec, il y avait tout un protocole selon lequel pour que des gens de la communauté puissent utiliser ces données, il fallait la permission du board de la New Yumballi Society, il fallait ma permission, mais évidemment, les choses n'ont pas été véritablement respectées. Ces cassettes ont été réunies dans une boîte à chaussures, sous l'escalier du musée. Bon, enfin, toujours est-il que, bon, elles ont plus ou moins disparu. Je pense qu'elles ont réapparu il y a quelques années. Il n'y a pas très longtemps. Mais entre-temps, j'ai, à la demande justement, dans le cadre des négociations du BC Treaty Process, en fait, j'ai refait une copie de tous ces enregistrements sur un support digital. Qui a été envoyé, que j'ai restitué donc à ce comité qui s'occupait des négociations. Voilà. J'ai aussi, par exemple, j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pas signalé que j'avais fait aussi en 1987, j'avais mené des enquêtes dans, je sais pas, 5-6 communautés Kwakwaka'wakw sur les sociétés secrètes. En fait, c'était un projet sur l'étude des sociétés secrètes dont on parlait avec Marie-Françoise Guédon, qui finalement n'a pas donné lieu à des publications. Mais en fait, j'avais fait toute une série d'entretiens avec des anciens. J'étais allée à Lord Bay, à Tsukwati, à Port Hardy, je sais plus, à Kingcombe, enfin bon, plusieurs villages, où en fait je m'étais intéressée disons, au patrimoine cérémoniel de certaines personnes, de certains chefs, et comment c'était plutôt comment ils avaient obtenu ces privilèges, quelles étaient les danses qui allaient avec ces privilèges, quels étaient les noms qui étaient aussi transmis, et puis les chants. Par exemple, j'avais recueilli j'ai recueilli quelques chants Hamatsa, qui est une cérémonie dans le complexe Tseka, des cérémonies d'hiver, donc j'ai réuni plusieurs de ces chants.
Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est un matériau que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs, mais que j'ai restitué pour une part pour les 25 ans, pour l'anniversaire, le 25e anniversaire du Umista Cultural Center. Donc j'ai donné des copies je pense que je les avais enregistrées sur des CD ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien exactement d'entretiens j'ai restitué au Umista Cultural Center. Et puis en 2011, dans le cadre d'un travail qui m'avait été d'une publication qui était coordonnée par Frédéric Legrand sur les délocalisations, les relocalisations, délocalisations de groupes autochtones au Canada et dans le monde. Donc j'avais mené une enquête sur une communauté qui est au nord de l'île de Vancouver, près de Port Hardy, la communauté de Tsulkwadi qui concernait deux groupes qui vivaient qui jusque dans le début des années 60 vivaient dans deux villages très isolés, les Nakwartok et les Gwasila, qui ont été relocalisés dans un village près de Port Hardy, où les gens ont déménagé, je pense, après la saison de la pêche en 1963, sans que rien ne soit préparé pour les attendre. Je crois qu'il y avait une ou deux maisons pour 160 personnes. Les gens habitaient sur leur bateau. Enfin, ça a été un traumatisme très très important pour ces deux communautés qui en portent encore les stigmates aujourd'hui. Mais il se trouve qu'en 1987, effectivement, j'avais, dans le cadre de ces recherches sur les sociétés secrètes, j'avais pu interviewer, je pense, deux ou trois personnes, deux ou trois anciens, sur des privilèges, et j'avais enregistré quelques chants Hamatsa. Et donc quand j'ai entrepris cette recherche sur les délocalisations et mené des entretiens avec des gens de la communauté, donc effectivement il fallait que j'ai la permission du band manager, du conseil de bande, et en échange de l'accord qui m'a été donné, donc j'ai restitué aussi les cassettes, enfin ces enregistrements. Et ce qui me semble que c'est vraiment une échelle très modeste, mais c'est dans ce cadre, me semble-t-il, que doivent être développées les relations entre les autochtones et puis les autochtones, les savants autochtones, ou comme on les appelle, les native scholars, enfin ceux qui connaissent bien les spécialistes de leur culture, ou les native historians, et puis enfin les communautés, et puis les ethnologues, au moins que ça sert aussi pour des recherches pour les générations futures. Du reste aussi, j'ai des bandes magnétiques, ou une ou deux bandes magnétiques que j'avais un entretien que j'avais fait à Kingcom en 1987. J'ai reçu un jour un courriel d'un jeune de cette communauté, et je lui ai fait confiance, je lui ai envoyé la cassette. Je lui ai envoyé la cassette, et puis il a dû la enregistrer, je sais pas, et puis il me l'a renvoyée. Voilà, donc c'était ça. Mais je voulais aussi, dans le cadre du procès de cette question de la restitution des données, je voulais parler aussi du rôle, certes modeste, mais que j'ai joué pour la restitution d'une pièce de la Potlatch Collection. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'était en 98, à la fin de l'année 1998, j'avais été contactée dans le cadre de la mission de préfiguration du musée du Quai Branly pour voir, en tant que spécialiste de la côte nord-ouest, pour examiner une pièce.
qui devaient aller au pavillon des sessions, au Louvre, qui rassemble un certain nombre d'œuvres qui sont considérées comme des œuvres d'art non occidental, hein, qu'on appelle, qu'en France, on est les seuls à appeler art premier. Et donc, l'Amérique du Nord était représentée essentiellement par des pièces de la côte nord-ouest et des pièces des Yupik, hein, des Inuits d'Alaska. Bon, il y a toute une histoire derrière ça qui est liée aussi aux collections, parce que ce sont des objets qui ont des pédigrés, qui sont liés aux collections qui ont été faites par les surréalistes pendant leur exil aux États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale, surréalistes auxquels aussi s'était joint l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui enseignait à l'école libre à New York. Et donc les surréalistes, à cette époque, entre 42, 45, 46, ont rassemblé une collection assez admirable d'objets. Ils ont rassemblé par l'intermédiaire d'un antiquaire qui s'appelait Julius Karlebach, qui était un juif d'origine allemande, qui s'était installé dans les années 30 à New York et qui avait découvert Max Ernst en se promenant dans New York. Et qui vendait aussi bien des porcelaines que des objets non occidentaux. Enfin, c'était tout un espèce de bric-à-brac, de bazar, voilà. Et en fait, c'était un espèce de lieu, d'un filon que les surréalistes ont exploité, et c'est comme ça qu'ils ont acquis leur collection dans ces années-là. Mais ces objets venaient principalement du Museum of the American Indian, de la collection qui avait été rassemblée par le fameux George High, qui, en tant que propriétaire, qui était, donc comme c'était un musée privé, il pouvait faire des échanges, enlever de l'inventaire certains objets pour les vendre ou faire des échanges avec d'autres musées. Et donc c'était, disons, la source, la provenance des objets qui atterrissaient chez Karl Barth. Donc, je fais cette petite parenthèse parce qu'elle n'est pas inutile. Donc, en 1998, donc, je suis convoquée par Jacques Kirchach, qui était l'initiateur, le grand maître d'œuvre de ce pavillon des sessions au Louvre, et qui était celui qui était ami de Chirac et qui, disons, sélectionnait les œuvres qui allaient entrer au Louvre. Donc, on m'avait dit que c'était une pièce Aïda, parce que, de toute façon, en Europe, tout ce qui est côte nord-ouest, c'est Aïda. On ne connaît pas les autres, généralement, on n'arrive pas à discerner les autres styles. Donc, je vais voir cette pièce, et puis, en fait, c'était une coiffure qui était dans les collections du fondateur du surréalisme, André Breton. C'était une coiffure qui était avec des yeux en nacre, et puis qui avait aussi qui était composée aussi d'une traîne d'hermine. C'était une coiffure qui est utilisée dans un rituel qui s'appelle le rituel Tlassila. Et donc elle était dans la collection d'André Breton. Et donc j'examine cette pièce, etc. Donc, de toute évidence, Kirchach voulait la faire entrer au Louvre parce que c'était aussi une pièce qui avait un pédigré. Et puis, je la regarde sur toutes les coutures, et puis je vois qu'il y avait je reconnais le numéro de catalogue, enfin la façon dont les objets étaient catalogués, enfin les numéros, la façon dont était inscrit le numéro d'inventaire.
de la pièce. Et c'était effectivement une pièce, donc c'était pas une pièce Aïda, c'était une pièce Kwakwaka'wakw. Et puis je reconnais le numéro, enfin la manière, l'inscription du musée du Museum of the American Indian. Pièce Kwakwaka'wakw, Museum of the American Indian, j'ai commencé à voir mes antennes qui se sont, je sais pas, il y a eu comme ça un petit signal. Donc j'ai pris le numéro de, j'ai relevé le numéro d'inventaire. Et puis donc comme j'avais travaillé sur la Potlatch Collection. Donc j'ai toute une documentation sur la Potlatch Collection, sur tous les numéros d'inventaire. Donc je m'aperçois que, effectivement, cette pièce était une pièce de la Potlatch Collection, ce que j'ai pu vérifier en consultant les photographies qui ont été prises par William Halliday et puis le missionnaire à Lord Bell au moment de la confiscation. Donc voilà, bon. Alors que faire bon, c'était un grand moment. Parce que bon, j'étais toute. Bon, il y a eu un. Comme ça, c'était comme une. Presque comme. Je sais pas, c'était comme une révélation, comme ça. Et donc, ça a été un grand moment. Je me souviens d'excitation, d'avoir trouvé cette pièce, mais aussi un petit peu j'étais un petit peu ennuyée, quoi, parce que donc j'ai écrit un mot en parlant. J'ai donc conseillé. Donc à la mission de préfiguration, et puis je ne sais pas quels étaient les fonds pour acheter ces objets, donc au gouvernement français, de ne pas, j'ai envoyé un mot pour dire en rappelant les circonstances de la collecte du rassemblement de la collection de la Potlatch Collection et que cette pièce faisait partie donc de la Potlatch Collection et qu'elle était vouée à une demande de restitution et que le gouvernement ne devait pas, enfin la France ne devait pas faire l'acquisition de cette pièce, et donc j'ai été suivie en cela. Voilà, donc ça c'est une première étape. Deuxième étape, et donc voilà, en 2003, j'apprends la vente de la collection Breton. Et par l'intermédiaire d'un ami qui est, comment dire, un galeriste et un art dealer, enfin un marchand d'art, un galeriste et marchand d'art, mais qui est plutôt spécialisé en art africain. Donc j'apprends que donc il y a la vente de la collection Breton, et puis de toute façon il y avait tout ce travail de catalogage qui fait je ne sais plus combien de volumes de l'ensemble de la collection Breton, puisque de toute façon il était question d'une fondation, mais personne ne voulait financer cette fondation, et Aube Breton, la fille d'André Breton, n'a pas eu d'autre possibilité que de se séparer de la vente des objets qui étaient dans l'atelier de son père. Voilà. Et donc j'écris donc sur les conseils de Pierre Amrouche. J'écris à Aube en lui rappelant les circonstances de la collection, de la confiscation, que cette pièce faisait partie de cette collection, et que, je lui parle qu'il y a 2 musées locaux qui peuvent éventuellement, enfin bon, que je ne sais plus, je me rappelais plus les termes, j'ai pas regardé, peut-être que en tout cas, il fallait que cette pièce, il fallait pas la vendre, peut-être même l'offrir au Kwakwaka'wakw. Et elle m'a répondu, je me souviens, j'ai reçu un fax au laboratoire d'anthropologie sociale, et elle m'a répondu qu'elle était d'accord. Mais le fait que j'avais trouvé cette pièce dans la collection Breton, j'en avais pas parlé aux responsables des musées locaux, tribaux, en Colombie-Britannique. Je l'avais gardé pour moi. Je pense que j'en avais peut-être parlé à des collègues. Un collègue à Peter McNair, justement, lors d'un potlatch que j'avais rencontré lors d'un potlatch à Lord Bay, non, à Kimble River. Je pense que je lui en avais fait part.
Mais j'ai envoyé, alors je ne sais plus si c'était, ça devait être un mail à l'époque, je ne sais pas. J'ai envoyé, bon, j'ai fait part de euh, du vœu d'autre part que j'avais trouvé cette pièce et puis que par le hasard et que effectivement la fille du propriétaire était d'accord pour la restituer. Donc quelques mois plus tard, on a Aube, enfin le musée d'Alert Bay, le UMISTA Cultural Center, a organisé une cérémonie tout à fait particulière pour la restitution de cette pièce. Alors ce qui était singulier, c'était que effectivement, c'était pas un musée qui restituait des pièces de la Potlatch Collection, mais c'était une personne, enfin je veux dire un individu, une personne. Et donc là, ils ont imaginé une cérémonie ad hoc pour réintégrer la coiffure dans la collection du UMISTA Cultural Center. Voilà, et puis au cours de cette restitution, cette cérémonie de restitution. Bon, j'ai fait un film qui est vraiment mauvais parce que j'avais jamais tenu qui est pas terrible, mais parce que j'avais pas tenu j'avais pas tenu une caméra de ma vie, donc c'est un peu ça saute un petit peu, mais bon, en fait, en toujours est-il que c'est quand même disons un témoignage pris sur le vif de cette restitution. Et puis donc c'est Aube qui avait convié quelques-uns de ses amis à participer, donc à venir, à l'accompagner avec sa fille donc à Alert Bay. On était, je sais pas, 7-8, peut-être 7-8, une petite dizaine, non, 7 ou 8 personnes. Elle nous a offert le voyage à Alert Bay pour la restitution. Et donc on a été très très bien accueillis par la communauté d'Alert Bay. Et puis le clou aussi, bon, notamment c'était la cérémonie de la restitution. Et je m'étais arrangée également pour que, enfin j'avais demandé s'il y avait une possibilité qu'on puisse visiter, aller dans le village de Village Island où s'était tenu ce potlatch de 1921. Et là aussi ça a été le clou de notre visite. Bon, de notre visite lors de cette restitution. Voilà. Et Aube était absolument comblée, et puis elle était comblée aussi parce qu'elle avait vu des baleines, enfin on était lors de notre périple entre Alert Bay et Village Island, on a vu enfin voilà toute la faune, la faune locale, et c'était absolument formidable. Donc cette restitution a eu lieu en septembre 2003. Donc au sujet de cette et donc depuis lors j'ai retrouvé 2 pièces qui sont dans des collections françaises qui appartiennent à la Potlatch Collection. Donc l'une pour sûr qui vient comment dire qui a été achetée par une personne un membre, disons, de la constellation surréaliste, qui est un masque à transformation. Alors là, je ne l'ai pas tu, parce que j'étais aussi... enfin, je m'en suis aperçue. Mais on a une familiarité, j'avais une familiarité avec j'ai une familiarité avec les photos qui ont été prises au moment de la confiscation. Ce masque, je l'ai vu photographié dans des ouvrages, puisqu'il a été exposé dans une exposition qui a eu lieu à Paris au musée Guimet en 1959-1960, où les surréalistes ont montré les collections qu'ils avaient rapportées de New York. Mais je sais pas, il a fallu que je sois sur place à Alert Bay pour que ça fasse tilt, et que je m'aperçoive que ce potlatch à transformation, ce masque à transformation était dans une collection privée. Donc là, j'en ai
Donc j'en ai, comment dire, averti le Umista Cultural Center, qui a écrit, je me suis débrouillée pour avoir l'adresse du propriétaire, et qui n'a jamais répondu. Bon, donc la lettre la demande est restée lettre morte, et ce propriétaire, bon, est décédé depuis. Et puis bon, c'est une sorte de statu quo, mais je pense que bon, il y a quand même, je pense pas que cette pièce puisse être vendue donc aux enchères ou sur le marché de l'art. Et puis l'année dernière aussi, j'ai été à l'occasion d'une vente d'une collection privée dans une salle de vente, enfin chez une maison de vente à Paris. Aussi, on est tombé aussi sur une pièce qui aussi faisait partie de la Potlatch Collection. Euh, et donc qui n'a pas été, avec le numéro d'inventaire, effectivement, tout ça. Et puis, donc, effectivement, cette pièce ne peut pas être vendue. Il y aurait une possibilité que des personnes privées au Canada rachètent cette pièce pour la restituer au musée, à un des musées locaux, tribaux, au Quaggus Museum ou au Umista Cultural Center. Mais bon, là, c'est le statu quo pour le moment. Voilà. Donc en fait, il y avait des pièces de la Potlatch Collection en France. Maintenant peut-être, donc justement à la faveur de cette restitution, bon, j'aimerais parler de la vie de cette coiffure qui a été restituée, et bon, qui a fait partie, enfin qui a été une étude qui m'a vraiment intéressée dans le cadre des recherches sur justement dans le prolongement des travaux de Appadurai, de Kopytov, sur la vie sociale des objets.